4.0 et porteur de l'implantation 4.0 pour l'ensemble des compagnies du groupe Wood Fiber Holding. Donc, M. Saint-Hilaire, bonne présentation. Il va nous traiter des éléments au niveau de l'automatisation, des équipements au niveau de l'affûtage. Alors, bienvenue. En plein ça. Eh bien, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui de façon virtuelle avec tout le monde. Donc, comme on vient de l'indiquer, ma présentation portera principalement sur justement l'atelier d'affûtage et le virage vers l'industrie 4.0 dont tout le monde entend parler et qu'on doit éventuellement prendre le virage. Donc, je veux vous présenter exactement les démarches qu'on a de fait dans ça. Et nous, on est, comment dirais-je, prêts à faire feu au premier trimestre l'an prochain. Je vais vous expliquer un peu les différentes composantes qui interagissent dans le monde 4.0 au niveau de l'atelier d'affûtage. Donc, je crois qu'à ce moment-ci, ce serait l'heure de vous partager mon écran. Donc, on va y aller avec celle-ci. Share. Et je la mets comme ça. Donc, on est en mode plein écran. Donc, écoutez, aujourd'hui, je vais vous entretenir justement sur l'industrie 4.0. Par quoi ça passe, bien entendu, il y a différentes phases et comme j'expliquais précédemment, il y a évidemment, ça peut être franchi par étapes. Donc, la première, ce n'est pas une qui vous concerne énormément, mais c'est plus au niveau de la fabrication, c'est l'identification des lames. Par la suite, je vais vous entretenir sur les systèmes de gestion, les équipements qui sont compatibles avec les technologies que je vais vous présenter. D'ailleurs, à cet effet-là, j'aurai potentiellement une question pour l'ensemble du groupe. Je crois qu'elle va être posée pour faire un sondage. C'est est-ce que vous avez, oui, des équipements d'affûtage robotisés dans vos ateliers d'affûtage? Donc, c'est déjà un pas dans la direction du 4.0. Donc, je vais vous entretenir sur les équipements compatibles, les systèmes de contrôle de qualité qui interagissent évidemment avec tous les systèmes de gestion que je vais vous présenter. Écoutez, ensuite, on ira pour évidemment une conclusion de période des questions. Juste par rapport au système de gestion, j'aimerais bien dire que écoutez, ce que ça permet, c'est évidemment de rationaliser la gestion de, on va appeler ça la flotte de scie qui circule dans un atelier d'affûtage, ce qui est toujours, comment dirais-je, ma foi, un bon défi. Donc, je me lance immédiatement. Je vais aller là. Bon, l'industrie 4.0 dans votre atelier d'affûtage, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le concept 4.0, ça correspond à l'introduction de technologies numériques à votre production. Dans notre présentation d'aujourd'hui, il s'agit évidemment de vos scies et de votre atelier d'affûtage. Dans le monde 4.0 en affûtage, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on rend vos scies plus bavardes pour vous aider à réduire vos coûts et accroître la productivité en utilisant les moyens suivants, c'est-à-dire des lames de scie qui sont rendues uniques au moyen de marquage. Donc, écoutez, c'est relativement simple, c'est qu'on a développé, on utilise une matrice, et je vais vous la présenter un peu plus tard, mais qui nous permet de faire en sorte qu'on peut numéroter les lames de 1 à 9999 d'un même modèle. Évidemment, ça comprend aussi un logiciel de gestion de vos scies et des mouvements dans votre atelier d'affûtage. Des équipements d'affûtage dotés d'une interface avec le logiciel de gestion, d'où la question, les équipements robotisés dont on parlait précédemment. Évidemment, tout ça peut aussi être jumelé à des équipements de contrôle de qualité qui sont dotés d'une interface qui, justement, nourrit aussi le système de gestion. Donc, écoutez, comment rendre une scie intelligente ou plus bavarde? Bien, écoutez, je vous ai mis une petite photo de justement de ce qu'on a déterminé comme étant le meilleur moyen de justement identifier les scies. Écoutez, à l'origine, si on regarde ce qui se fait du côté de l'Europe, parce qu'on n'est pas en train de réinventer la roue, ils vont travailler beaucoup avec la technologie RFID.
Par contre, quand on regarde l'industrie du sciage en Amérique du Nord, le marché étant majoritairement vers les scies guidés, ben, les scies guidés, ça restreint énormément l'espace qu'on peut utiliser pour identifier les scies. Mettre un chip RFID, ça s'est avéré un échec. Donc, comme je vous dis, le but, c'est de rendre chaque scie unique afin de pouvoir suivre son parcours dans vos opérations. Plus particulièrement dans vos ateliers d'affûtage, bien qu'on pourrait aussi très bien installer des lecteurs au bord de l'équipement où les scies vont être installés pour même en connaître leur position, leur durée d'utilisation. Donc, on peut le pousser vraiment très loin. Ça peut aller jusqu'à la gestion des inventaires, bien entendu. Le moyen qui est ici utilisé, on appelle ça la micro-percussion. C'est important de vous dire que ce moyen de marquage-là, nous, on l'a testé de façon très extensive dans l'ensemble des familles de produits qu'on utilise, qu'on fabrique, c'est-à-dire que ce soit des scies qui sont avec un fini or, un fini bleu, qui sont plaqués au chrome. On a fait des tests justement s'assurant qu'on couvrait le cycle de vie entier de l'outil, c'est-à-dire entre le moment où je le mets dans une boîte, après avoir complété la fabrication, jusqu'au jour où, en fin de vie, l'outil s'en va dans le bac de récupération de métal. Donc, nos critères de sélection au niveau du marquage étaient très, très, très serrés. Il fallait, comme j'ai mentionné, qu'il résiste au cycle de vie complet de la scie. Il doit aussi être lisible en moins de 2 secondes durant le cycle entier. Évidemment, être compatible avec le système de gestion des données. Et on voulait absolument aussi qu'il puisse gérer jusqu'à 9999 unités du même modèle de scie. Donc, vous avez la scie 1, 2, 3, 4, 5 qui est dans votre machine de sciage courbe. Ben, si le plan c'est 1, 2, 3, 4, 5, par la suite, on va les numéroter de 0, 0, 0, 1 jusqu'à 9999. On est porté à croire que normalement, la scie numéro 1 devrait être morte de sa belle mort quand je vais recommencer à faire la boucle. Évidemment, comme je le disais précédemment, le marquage devait être compatible avec tous les différents produits qu'on fait. Ce qui est important aussi, c'est que ce que vous voyez là, ça résiste aux opérations. Ça se lie toujours à l'intérieur de 2 secondes, même s'il y a du brin de scie dedans, parce qu'on travaille vraiment beaucoup avec les contrastes. Donc, il reste toujours un contraste qui nous permet de vraiment identifier la lame de façon vraiment, on va dire, formelle. J'ai presque l'air d'un policier, mais c'est ça. Implantation du système de gestion des scies. Tout ça, ça va tourner autour du système de gestion qui s'appelle DocuCodepedia. Il y a 2 noms dépendants que vous choisissiez de l'avoir en version que vous hébergez à l'interne ou en cloud. C'est la seule différence, mais c'est exactement le même logiciel. Ce que je veux qu'on comprenne très bien ici, c'est que, bon, vous pouvez implanter ce logiciel de gestion-là qui va vous permettre de mieux comprendre vos opérations à l'intérieur de votre atelier d'affûtage. Et puis, je vous expliquerai par la suite l'interaction qu'on peut avoir justement avec les équipements et les équipements d'affûtage et les équipements d'affûtage, de contrôle de qualité, je m'excuse. Donc, les équipements requis, c'est relativement simple. C'est un ordinateur de type PC. Il y en a partout de nos jours. Un lecteur pour lire le code de scie et évidemment une licence qui vous donne accès au logiciel. Les possibilités de ce système-là sont vraiment très, très nombreuses. Ils vont compiler le nombre d'affûtages exécutés sur la lame, de remontage à neuf, le remplacement des dents qui doit être exécuté de temps à autre. Le nombre de fois une lame a été battue, retentionnée, le nombre de scies maintenues par quart de travail, par affûteur, par machine. Dépendant de comment vous déployez le système, vous pouvez vraiment compiler énormément d'informations. Vraiment, une des forces de ce système de gestion-là, pour tous les gens qui travaillent en Syrie, c'est bien évident que moi, je vais vous dire que je suis toujours très impressionné quand j'entre dans un atelier d'affûtage et de voir 200 scies au plancher et puis qu'on me dise qu'on connaît par presque l'historique de chacune de ces lames-là. C'est extrêmement difficile. Écoutez, ils sont tous
s'ils ont tous le même modèle, c'est très difficile de déterminer qu'est-ce qui lui est arrivé. Le système permet aussi d'attribuer un coût à chacune des opérations que vous exécutez sur la scie. Un affûtage, c'est temps, un remontage, c'est temps. Ça, bien évidemment, à travers tout ça, étant donné qu'il compile toutes ces informations-là au fur et à mesure que vous indiquez les opérations que vous devez indiquer sur la lame, eh bien, vous êtes en mesure de paramétrer un maximum pour chacune des opérations. Donc, vous pouvez déterminer une lame ne doit pas être remontée à 9 plus que 3 fois. Une lame qui a été versée 3, 4, 5 fois, ça, vous pouvez, à partir des données que vous extrayez du système, à un moment donné, mettre un frein à dire, bien, cette lame-là, on va cesser de la réparer parce que, de toute évidence, ce qu'elle va nous générer, c'est un temps d'arrêt. Donc, ça vous permet de vraiment faire une gestion extrêmement rationnelle des outils de coupe. Ça vous permet aussi de créer des groupes d'outils. Je pense aux nouveaux équipements de nos jours qui ont de plus en plus d'ici, des outils pour le profilage, des outils de finition sur les canteurs et toutes ces choses-là. Bien, vous pouvez aussi constituer des sets et suivre justement lesquels meurent les premiers dans le set. Et puis, ça permet d'avoir du data qui nous permet par la suite de faire des analyses beaucoup plus poussées de justement peut-être des causes racines de ces échecs-là ou de cette mise à mort prématurée si jamais c'était le cas. Évidemment, ça peut aussi permettre de compiler les résultats d'un processus d'entraînement. On a des affûteurs qui sont nouveaux. Bon, mais on se rend compte que ce soit Roger, Robert, peu importe son nom, bien, chaque fois qu'il va nous travailler une lame au niveau planage-tensionnage, bien, on aura peut-être un peu plus de problèmes. Bien, ça permet aussi de cibler les requis au niveau de l'entraînement, puis de raffiner justement ces processus-là dans l'atelier d'affûtage. Évidemment, ça permet de générer des rapports d'activité et de coûts pour chacune de vous. C'est comme à peu près tous les systèmes de données qu'on est à même d'utiliser aujourd'hui. Le reporting est littéralement sans fin. Évidemment, dans les possibilités du système, quand on crée un outil à l'intérieur du système, on va insérer les données géométriques, donc diamètre, épaisseur de la plaque, le nombre de dents, le chemin de la scie, les angles d'éclairance radiale, tangentielle, les angles de hook, les angles de back-off. Écoutez, c'est ce que je vous montre un petit peu du côté droit. Donc, on peut mettre tous ces paramètres-là en créant l'item qu'on fait, soit dit en passant, une seule fois. On procède à la création. Par la suite, l'item est reconnu, la lame 1, 2, 3, 4, 5, il va juste identifier la suite numérique. Donc, procédé d'affûtage et remontage. Procédure d'affûtage et de remontage. On peut aussi, dans le logiciel de gestion, venir déterminer de façon très précise, exemple, les procédures d'affûtage et de remontage. Bon, si on dit que c'est une lame qui est pour un affûtage, elle est arrivée à la limerie, on l'a inspectée, elle n'a pas besoin d'avoir un battage, les clairances sont encore bonnes et tout ce qu'elle a besoin, c'est d'un affûtage. On peut avoir déterminé une recette très précise d'affûtage qu'on veut s'assurer d'exécuter systématiquement à chaque fois. Que ce soit, je donne un exemple, on peut dire, bien, les lames qui reviennent dans l'atelier, quand elles ont fait leur quart normal, bien, on va faire 2 fois, on va les affûter par les faces seulement dans le 24 millième. La 3e fois, on va faire face et top, puis paramétrer le matériel qu'on veut affûter dans le devant, dans le dessus. Même chose au niveau de la pose de dents. On peut très bien arriver sur un équipement automatisé et lui dire, ben écoute, quand la lame t'arrive et puis que c'est une lame qui doit être remontée à neuf, ben écoute, quand tu reçois cette lame-là sur l'équipement, la première chose que tu fais, c'est la première tournée, tu enlèves toutes les dents. Le deuxième tour, ben, tu vas venir souder une dent sur deux. On parle, exemple, de lames qui ont des pas très serrés, tout ça, on ne veut pas induire trop de chaleur. Donc, on va braser une dent sur deux. Il va la braser en faisant 2 tours simplement. On peut aussi déterminer des procédures d'affûtage spécifiques pour une lame qui est passée à travers un remontage à neuf. Donc, elle est arrivée dans l'atelier, on a déterminé qu'elle devait avoir les dents changées. Bien, elle va passer par l'étape pose de dents. Donc, première fois, elle va enlever les dents. Ensuite, elle va en souder une sur deux. Par la suite, on peut avoir une recette d'affûtage. Nombre de passages qu'on va faire quand on va faire les côtés, on finit en sortant, on enlève une
tel montant de matériel sur le dessus, tant sur le devant. Vous pouvez paramétrer comment vos équipements d'affûtage vont se comporter dépendant du profil de la lame que vous envoyez dans le système. Donc, évidemment, toutes ces données-là vous permettent bien sûr de mesurer un paquet de choses parce que, comme vous allez vous voir, c'est que le système est comme bidirectionnel quand on est rendu avec des équipements robotisés. Donc, les tableaux de bord, ça vous permet de mesurer les nombres de scies qui ont été affûtés, les nombres d'opérations exécutées, affûtage, remontage, les temps d'utilisation de chacune de vos machines, le nombre de scies qui avaient besoin d'un battage, un remontage, le nombre de procédés, de lames qui ont été procédées sur le quart de jour, le quart de soir, le nombre de scies qui ont été écartés de la rotation, puis vous pouvez bien entendu en trouver la cause aussi. Vous pouvez bâtir les tableaux désirés justement en bon français, en drillant dans les informations que le système compile. Donc, l'effet saillant sur le système de gestion, c'est que ça permet le stockage des données géométriques de vos outils, un suivi très précis du cycle de vie de vos outils de coupe, d'encadrer le cycle de vie de vos outils de coupe afin de protéger le TRG de votre ligne de sciage, d'identifier les besoins de mise à niveau au niveau des personnels, de mieux identifier les besoins en équipement d'affûtage. Encore une fois, si vous voyez que vous avez une machine qui est vraiment, je ne sais pas, moi, que ce soit l'affûteuse à face et dessus qui, elle, est utilisée un temps excessif, vous pouvez à ce moment-là planifier mieux vos besoins en équipement d'affûtage. Ça vous permet évidemment de mieux planifier les ressources au niveau personnel et fournitures. Ça facilite énormément les processus budgétaires de l'atelier d'affûtage. Et évidemment, une gestion précise de la procédure d'affûtage selon les meilleures pratiques. L'interface et la connectivité. Je vais vous présenter plus tard, mais le système peut être connecté au SAM, qui est un outil de mesure automatisée des lames qui fait du contrôle de qualité. Évidemment, si à chaque fois que vous passez cette lame-là là-dessus, même chose, vous la scannez et ça fait partie de l'historique de cette lame-là. Donc, vous allez pouvoir voir, elle a été affûtée tant de fois, on a contrôlé la qualité après le remontage. Vous êtes en même de voir vraiment tous les processus de l'atelier d'affûtage mappés sur un écran. Le système peut aussi être connecté aux équipements de brasage, pose de dents et d'affûtage. C'est ce que je vais vous présenter dans les slides suivantes. Donc, équipement de limerie compatible avec le logiciel de gestion. Je vous présente ici un exemple. Vous allez voir, à ce moment-là, on travaille encore avec le RFID. Comme je vous dis que ce n'est pas avéré le bon support pour les données. On y va maintenant avec la micropercussion. Comme je vous disais, cette machine-là que je vais vous présenter là, c'est une machine qui enlève et pose les dents de façon automatisée. Donc, ça brase les dents en 9 automatiquement. Le centrage des dents est au millième de pouce. Ça enlève les dents au rythme de 10 à 12. Ça enlève et brase les dents au rythme de 10 à 12 dents à la minute. Évidemment, même si vous n'avez pas le logiciel de gestion, je dois dire que les équipements que je vais vous présenter ont tous la capacité de stocker à l'intérieur déjà des profils de lames. Vous manquez seulement, par contre, le retour d'informations en n'ayant pas le système de gestion. Donc, je vais juste présenter la vidéo rapidement ici pour vous donner une idée. Quand on parle d'interaction et utilisation de la donnée géométrique, vous allez voir la machine qu'on est en train de regarder là. Comme je vous dis, c'est une machine pour la pose de dents. Donc, on scanne la pièce et la machine va s'ajuster automatiquement en connaissant le diamètre, le nombre de dents, les angles de la dent. Donc, on scanne la pièce, la machine va automatiquement aller s'ajuster aux bons angles. Il reste, dans le cas d'une braseuse, deux choses à vérifier. C'est est-ce que vous avez la bonne dent dans le bol et est-ce que vous avez le bon inducteur? Et puis même ça, on peut en venir à dire, écoute, la personne qui opère la machine, si on le veut, va devoir entrer un code et puis à ce moment-là, on va savoir que cette personne-là a approuvé qu'il avait fait la vérification. C'est à peu près la seule intervention humaine que ça va demander là, pour fonctionner dans le cas de cette machine-là. Dans le cas des affûteuses que je vais vous présenter par la suite, elles ont besoin de personne. Elles savent très, très bien comment fonctionner et utiliser la donnée qui est disponible.
Donc, c'était juste pour vous montrer que cette machine-là, ce qu'elle a fait, elle a utilisé les données géométriques, elle a centré la lame, l'a positionné adéquatement en fonction de ses angles d'attaque et tout et tout. Donc, c'est vraiment une intervention minimum dans le cas de celle-ci, mais qui permet justement d'utiliser les données. Donc, on va passer à la suivante. Évidemment, dans les équipements d'ateliers d'affûtage de limerie compatibles avec le logiciel de gestion, il y a les équipements Volmer automatisés qui sont équipés du logiciel DES 400. Pour l'affûtage des dessus, des devants, des côtés, ils sont équipés de robots, ils sont équipés de senseurs acoustiques. C'est ce qui leur permet d'exécuter les procédures dont je vous parlais précédemment si on détermine qu'on doit enlever une certaine quantité de matériel dans la face. Ces équipements-là sont équipés de senseurs acoustiques. Donc, la meule va venir se positionner. Aussitôt qu'elle touche la dent, elle va entendre et à ce moment-là, si on a déterminé que c'était 4 millièmes qui devaient être enlevés, elle va rentrer de 4 millièmes et elle va affûter chacune des dents comme ça. Ces équipements-là sont aussi équipés de systèmes Renisha. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Les systèmes Renisha, c'est des systèmes de contrôle de qualité, un peu comme on voit dans les centres d'usinage avec un saphir qui viennent s'assurer que les angles et les mesures sont corrects. Maintenant, l'interface est complètement intégrée au logiciel de gestion. Comme je vous dis, il utilise les données géométriques de la base de données. Non seulement ça, ces équipements-là aussi vont feeder en retour le système de gestion. C'est qu'on va dire, cette lame-là devait être aiguisée sur les devants et les dessus. Cette machine-là, une fois qu'elle va avoir exécuté l'opération, va retourner l'information au système de gestion. Comme je mentionnais précédemment, on peut accoler un coût à chacune des opérations, puis ensuite paramétrer si on ne veut jamais dépenser plus que tant l'entretenir et tout ça. C'est à travers ces rétroactions-là des équipements que vous allez être en mesure de gérer justement, on va dire, la flotte de scie qui circule dans vos usines. Un autre exemple, équipement de limerie compatible avec les logiciels de gestion, les affûteuses Kirchner. Je vais présenter les braseuses, ils font aussi des affûteuses. Même chose pour les faces, les faces et les tops sont équipés de robots, équipés de senseurs acoustiques aussi, des systèmes Renisha et sont bidirectionnels aussi dans le sens où elles vont prendre l'information du système de gestion et retourner une fois que les opérations ont été exécutées. Si on poursuit. Excuse-moi, Sylvain. Oui. Tu vas-tu garder quelques minutes pour la période de questions? Bien sûr, je vais accélérer jusqu'à la fin, là, puis on va se garder du temps pour ça. Donc, il reste à peu près 5 minutes pour ta présentation, incluant les questions. OK, parfait. Dans ce cas-là, je saute celle-là. J'ai les faits saillants. On vient de les regarder. Système de contrôle de qualité, rapidement ici. Ça contrôle 800 V3. Même compagnie que le système de gestion, donc absolument intégré. Ça fait le contrôle de qualité d'une scie. Ça peut vous prendre 35 mesures. Une lame standard d'une usine de sciage va être contrôlée en environ 5 minutes avec des niveaux de précision au 3/10 millième de pouce. Ça mesure les angles, ça mesure tout. Et comme vous voyez sur le coin droit de mon écran, vous installez les tolérances. Ce que vous voyez en rouge, c'est un truc qui était hors tolérance. Vous cliquez dessus, il va vous sortir la photo et vous dire exactement ce qui n'allait pas. Écoutez, si on veut avoir le temps des questions, je vais juste y aller peut-être de ma conclusion. C'est comme je dis toujours, chaque bille qui franchit l'entrée de vos usines est scannée, optimisée, positionnée en fonction d'un accès le maximum. La conclusion de toutes ces opérations dépend ultimement de la performance des outils qui exécutent cette solution. Et ça, c'est vous aussi. Donc, comme je vous dis, on a maintenant des systèmes, des équipements et des systèmes de contrôle de qualité qui permettent justement l'optimisation de la gestion de vos outils de coupe, qui sont finalement vos meilleurs alliés pour l'économie de fibres et le TRG. Donc, on va passer à la conclusion et évidemment, merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, n'hésitez pas à passer à la période de questions sur le chat. Je n'ai pas vu grand-chose à ce jour. N'hésitez pas, messieurs, dames, participants. Il y a une 51 participants actuellement. Est-ce qu'il y a des mains levées ou des mains qui se lèvent? On peut vous, en levant la main, bien, ça va me permettre d'activer votre micro et vous allez pouvoir parler si vous voulez le poser de vive voix. Sinon, bien, il s'agit de l'écrire. Puis,
Écoute, je voulais me garder un peu de temps pour les questions, mais j'ai une question. Une question de C. Lévesque. Est-ce que le système pourrait jumeler des données de capteurs externes qui captent des données de production? Exemple, débit d'eau d'huile, température des lames, vitesse d'opération, etc. et les jumeler au pedigree de la lame? Pas encore, mais c'est des choses qui sont évidemment en développement. Actuellement, comme on dit, on a tellement un grand pas à franchir pour l'atelier d'affûtage qu'on est rendu à justement cette portion-là. Mais comme je disais, on peut déjà, par contre, éventuellement mettre des capteurs près c'est-à-dire des lecteurs près des portes des machines où on fait des changements de scie, en connaître leur position. Par la suite, le branchement de senseurs de température et tout ça, je ne vois pas ça comme une grosse épreuve dans la mesure où on dirait déjà au système où sont les lames. Donc, il y aurait potentiellement quelque chose qui pourrait être fait à ce niveau-là, mais à l'heure actuelle, est-ce que c'est fait? Non, ça ne l'est pas. Ça va. Merci. J'ai une autre question de Simon Laroche. Est-ce qu'il y a des ateliers actuellement qui utilisent ce système? Pas encore. Nous, on va l'implanter dans tous nos centres de services US Blade du côté des États-Unis. Par contre, en Europe, c'est quelque chose qui est déjà très répandu. Là. Comme je vous mentionnais, on a commencé avec, justement, là, en tentant de mimer un peu les technologies d'identification qu'eux avaient. Évidemment, le siège en Europe étant un autre animal, bon, on a été confronté à d'autres défis, mais c'est des choses qui fonctionnent déjà du côté de l'Europe. Donc, on fait juste, on va se le dire, du côté de l'industrie 4.0, je vais vous dire que le meilleur endroit où s'abreuver demeure l'Allemagne. Je fais aussi partie justement d'un comité consultatif sur le 4.0 et on a beaucoup de rattrapage à faire du côté, tout le moins, du Québec. Très bien. Et j'ai une question d'Alain Gingras. Peux-tu répéter ce que fait le système Renisha, s'il te plaît? Bien sûr, le système Renisha, c'est un peu, si vous avez déjà vu des belles machines d'usinage de très grande précision, quand on voit les petits saphirs qui viennent palper la pièce pour en prendre les mesures, c'est exactement ce qu'est un système Renisha. Donc, ces systèmes-là sont aussi intégrés dans les affûteuses que je vous ai présentées durant ma présentation. C'est un système de contrôle de qualité, si on veut, de validation des angles et tout ça, de mesures. Très bien, merci. Je ne crois pas qu'il y a d'autres questions. Je vais retourner. Simon, on va passer la question pour les prix de présence. À ce moment-là, d'abord, s'il n'y en a pas, dans le chat. Alors, la première personne qui va avoir la bonne réponse va se mériter un prix de présence qui va lui être envoyé par le CIFQ. J'envoie la question. Ah, j'ai envoyé juste aux panélistes, excusez-moi. Oui, c'est ce que j'allais te dire, Denis, tu l'as envoyé. Ça réduit les gagnants potentiels. Oui, c'est ça. C'est juste les conférenciers. Ça ne sera pas long, je leur tape. Alors, à tous les participants aussi. Oh, il manque une petite faute de français. Là, C'est parce que tu es aux États-Unis? On a une réponse déjà, Denis. Oui, c'est pas la bonne réponse. D'accord. En tout cas, la réponse, le monsieur pourra confirmer. Mais, oui, alors micro-percussion, exactement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense qui était la bonne réponse selon la présentation. Est-ce que c'est bien ça, le nom de la technologie, monsieur Saint-Hilaire? Pour l'identification des lames, absolument. Bon, alors en tout cas, c'est la réponse qu'on cherchait. Alors, le gagnant, Vincent Chamberlain. Alors, oui. On communiquera avec vous pour le prix de présence. Alors, Simon, à partir de maintenant, je te laisse continuer. Très bien. Donc, ça mettrait un terme à votre conférence, M. Saint-Hilaire. Merci beaucoup de votre participation. Le CFQ va également envoyer un prix comme à l'habitude. On vous serrait la pince puis on vous donnait un petit cadeau du CFQ. Donc, ça sera envoyé directement à votre bureau. Donc, merci de votre participation. On vous demande de rester avec nous là, pour
à la fin des 3 panélistes, il va y avoir une période de questions ouverte pour tous nos panélistes. Donc, Avec sans plus plaisir. tarder, je vais présenter notre prochain participant. Il va s'agir de Carl Blais. Il est professeur titulaire au département de génie et des mines. Je voulais m'assurer qu'il fonctionnait bien parce que le micro ouvert, le micro fermé, ce n'est pas tout le temps évident. L'Université Laval, ses activités de recherche portent principalement sur la métallurgie physique, le développement et l'utilisation des poudres métalliques, ainsi que l'usinabilité des matériaux. Donc, M. Blais va nous traiter de métallurgie des outils de coupe. Alors, bienvenue. Merci, merci. Donc, je présume que vous voyez mes copies de transparent. Oui. Donc, comme on vient de le dire, je me nomme Carl Blais. Je suis en fait probablement l'intrus du groupe aujourd'hui, le gars de métal à travers les spécialistes du bois. Donc, je vais vous parler un peu d'optimisation l'optimisation des matériaux entrant dans la fabrication des scies utilisés dans la première transformation du bois, principalement des scies circulaires, comme on parlait dans la présentation antérieure. Donc, ça, c'est un projet de recherche assez élaboré et conjoint entre l'Université Laval, en fait, mon groupe ici, FP Innovation, et l'implication financière du CRSNG et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ainsi que du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Et donc, ça se place sous l'initiative SM2. Donc, l'objectif du projet, et puis là, ça va aller un peu rapidement, là, vu le temps impliqué, puis vu la taille du projet, donc ça va être des faits saillants aujourd'hui que je vais vous présenter, mais de façon générique, l'objectif du projet, c'est développer des scies circulaires qui ont des propriétés améliorées, principalement dans le but de maximiser le rendement de matière, donc réduction du trait de scie, donc amincir les scies, maximiser la productivité via l'atteinte de vitesse d'alimentation qui font plus de 1000 pieds par minute. Et puis, en lien avec ça, maximiser la durée de vie des scies et des guides. Donc, on voit qu'on veut réduire la dimension, ou en fait l'épaisseur des scies, on veut les faire tourner plus vite ou enfin leur imposer des forces plus grandes. Donc, il faut un peu revoir ou en fait se donner des outils pour être capable d'avoir des scies qui peuvent tolérer les contraintes mécaniques là, qui vont s'appliquer sur elles si on atteint ces objectifs-là. Donc, notre projet de recherche, il se subdivise en plusieurs sous-projets. Comme je disais, c'est des faits saillants qui sont présentés aujourd'hui. Il y a d'autres sujets qui ne sont pas traités, mais donc je vais juste vous présenter les principaux. Un premier sous-projet porte sur l'optimisation de la microstructure de l'acier, qui entrent dans la fabrication des scies pour améliorer leurs propriétés mécaniques. Ensuite, on a un sous-projet sur l'optimisation de la géométrie des arêtes de coupe afin de minimiser l'usure. Donc, c'est la géométrie de l'arête de coupe des carbures, forcément. Le troisième sous-projet, c'est la mise au point de traitement thermique localisé à l'aide d'un faisceau laser dans le but d'améliorer la résistance à l'usure des gorges. Ensuite, on travaille aussi sur le développement de nouveaux matériaux pour les guides de scie. Et puis, dans un projet un petit peu plus exploratoire, là, on travaille sur le développement d'une scie composite, donc faite de multimatériaux dont on parlera dans quelques minutes. Pour ce qui est de l'optimisation de la microstructure, donc le premier sous-projet, donc microstructure de l'acier, pour en augmenter les propriétés mécaniques, il y a deux approches qui sont suivies dans ce projet-là. La première porte sur l'optimisation de la mise en œuvre, c'est carrément comment on arrive avec un produit plat duquel sera découpé les scies. Et l'autre aspect, c'est l'optimisation du traitement thermique de l'acier. Donc, dans le premier projet, puis là, j'ai mis une image ici, juste pour marquer l'esprit, de la sortie d'un laminoir à chaud. Donc, vous savez, la matière première pour fabriquer les scies, ce sont des produits plats, des aciers plats, qui sont évidemment laminés à chaud, comme l'image le présente ici à gauche. Puis ensuite, éventuellement, je n'ai pas d'image pour ça, mais laminés à froid. Et donc, on arrive avec un acier en feuillard. Et les procédés de laminage, qu'ils soient à chaud ou à froid, vont changer la microstructure de l'acier, donc vont changer la façon que les atomes vont s'arranger dans le matériau, donc suite à la déformation plastique sévère.
Et ce qu'on s'aperçoit typiquement, c'est que les propriétés mécaniques, donc qui sont représentées ici à droite là, par des éprouvettes de traction, là, si on les prélève, ces éprouvettes de traction-là, dans une direction qui est parallèle à la direction de laminage, bien, on va avoir une résistance, des propriétés mécaniques qui vont être élevées par rapport aux propriétés mécaniques qui sont dans une direction perpendiculaire, là, qui sont transverses et donc qui sont généralement nettement moins élevées. Et donc, vous pouvez imaginer que sur une tôle comme ça ou un produit plat dans lequel on va découper une scie, bien, la scie, dépendamment de l'orientation qu'on va considérer, bien, risque d'avoir des propriétés ou une résistance qui va être différente en fonction de l'orientation dans laquelle on prélèverait, par exemple, une éprouvette pour en caractériser les propriétés en traction ou en compression. Donc, comme j'ai dit, ça vient du fait qu'il y a la microstructure, donc à l'échelle microscopique. Lorsqu'on prend un produit plutôt brut, bien, la microstructure est un peu grossière et on a un agencement des atomes qui est plutôt aléatoire à l'intérieur de grains. Donc, il n'y a pas d'orientation particulière des plans atomiques qui se produisent. Alors que lorsqu'on fait le laminage, bien, on a plutôt un alignement. Donc, vous voyez les grains là, qui font quelques dizaines de micromètres de taille, là, de diamètre équivalent, bien, ces grains-là vont se déformer, vont s'écrouir et les atomes à l'intérieur des grains vont avoir tendance à s'aligner dans une direction plutôt unique. C'est ce que j'ai voulu représenter par les flèches rouges ici. Et donc, c'est ce qui fait que lorsqu'on va avoir un produit fini plat et puis qu'on le découpe, on risque d'avoir des propriétés mécaniques qui vont être anisotropes, donc qui ne seront pas les mêmes en fonction des directions considérées. Donc, ici, ce sont des résultats d'essais de traction, là, justement pour caractériser les aciers. Donc, c'est un acier typique, c'est la même composition chimique, si vous voulez, que des aciers industriels, en fait, ceux qui nous ont été donnés par nos partenaires. Et ici, ce qu'on a fait avec un acier que nous, on s'est procuré, qu'on a laminé selon deux façons, là, soit le laminage 1 et le laminage 2. Donc, tout ce que c'est en fait, c'est le pourcentage de déformation qui n'est pas le même entre les deux pour arriver à une épaisseur finale dans tous les cas là, qui est de 2 mm. Donc, vous voyez, DP, c'est pour direction parallèle au laminage et DT, c'est pour direction transversale. Donc, vous voyez, si on prend par exemple le laminage 1, donc ce sont les traits orangés, pointillés et le trait un peu bleu pâle, bleu nordique, on va dire. Vous voyez qu'il y a une différence assez marquée entre la direction transversale qui présente les propriétés mécaniques les plus faibles, donc la résistance en traction la plus faible, versus la direction. Donc, c'est le même matériau, mais dans une direction perpendiculaire où il y a une différence marquée. Même chose, si on compare le deuxième type de laminage, on a une différence assez marquée. On a développé au labo et puis à l'échelle semi-industrielle, donc une nouvelle approche pour déformer ce même acier-là. Et donc, on l'a appelé déformation 1, déformation 2. En fait, c'est le même, encore une fois, c'est le même pourcentage de réduction d'épaisseur. C'est juste qu'on le fait d'une façon différente. Donc, ce qu'on remarque, bien, dans ce cas-ci, si on compare la direction parallèle à la direction transversale, grosso modo, on a à peu près le même comportement mécanique. Donc, il y a une isotropie ou il y a une maximisation, disons, de l'isotropie des propriétés mécaniques qui est associée à la méthode traditionnelle. Donc, c'est la première conclusion qu'on peut tirer. Donc, la nouvelle approche de déformation confère des propriétés mécaniques qui sont isotropes et donc identiques, quelle que soit l'orientation selon laquelle on soumet l'acier à une force ou une contrainte. Le deuxième sujet sur lequel on s'est attaqué, c'est le traitement thermique. Donc, méthode conventionnelle de traitement thermique, on chauffe l'acier, on l'osténitise typiquement autour de 900 degrés. On le trempe dans un bain d'huile, on essuie l'huile un peu, puis on fait un revenu à 450-500 degrés Celsius. On refroidit à l'air, et puis, grosso modo, on a notre martensite revenu là, qui a une dureté, bon, dépendamment du temps et surtout de la température de revenu. Donc, il va y avoir une dureté autour de 50 Rockwell C, plus ou moins. Mais nous, on a développé aussi, on a regardé en fait une autre méthode de traitement thermique. Et puis ce qu'on compare ici, bien, vous voyez, c'est un laminage conventionnel avec un traitement thermique conventionnel. Donc, ce sont nos échantillons de tout à l'heure.
qui avaient avec le laminage conventionnel, qui avaient une forte anisotropie des propriétés mécaniques, bien, on leur a fait subir un traitement conventionnel de trempe à l'huile et revenu. Bon, forcément, nos propriétés mécaniques ont augmenté. Vous voyez, tout à l'heure, on était à quelque chose comme 900 000 mégapascales de résistance en traction. Là, on passe à 1800, grosso modo. Mais encore une fois, dépendamment du pourcentage de déformation, donc dépendamment de l'orientation aussi du laminage, on a des différences, hein, notamment sur l'allongement à la rupture et donc la ténacité du matériau, donc sa résistance à l'impact. Alors que lorsqu'on combine donc notre nouvelle façon d'aplatir le métal, si vous voulez, avec un traitement thermique conventionnel, bien, on maintient encore l'isotropie des propriétés mécaniques, et ça, quel que soit le pourcentage de déformation impliqué. Maintenant, si on applique une nouvelle approche de traitement thermique, bien, vous voyez ce qu'on obtient. Donc, on a des propriétés mécaniques vraiment élevées dans les deux cas, qui dépassent les 2000 mégapascales. Donc, on est dans les gigapascales de résistance en traction. On a encore une anisotropie associée au laminage conventionnel, alors que si l'on combine la nouvelle façon de faire avec le nouveau traitement thermique, bien, on a des résistances en traction qui sont autour de 2250 mégapascales, et on a encore une fois une isotropie et une ténacité. Là, donc, la ténacité, si vous voulez, c'est l'air sous la courbe. Donc, plus l'air sous la courbe est élevé, bien, plus le matériau est tenace, forcément, et donc plus il résiste à l'impact. Donc, on a des propriétés mécaniques semi-statiques excellentes et une ténacité aussi très, très, très bonne et nettement améliorée. Donc, si on résume ça, et donc, on compare ici, on fait une moyenne. Là, donc, vous voyez, une scie commerciale. Donc, on a prélevé des échantillons. On a pris une scie commerciale, on a prélevé des échantillons, on a fait des tractions dessus. Ensuite, on a pris notre matériau qui était mis en forme de façon conventionnelle, traitement thermique conventionnel, et mise en forme spéciale, traitement thermique nouveau. Bien, vous voyez qu'on arrive à augmenter la limite élastique de 8 %, d'augmenter la résistance en traction du matériau de 32 %, on augmente l'allongement à la rupture de 15 % et tout ça bien, nous mène à une augmentation de la ténacité de 75 %. Donc, les travaux en cours et à venir, bien, on veut faire des essais de caractérisation des performances sur le tout nouveau banc d'essai qui a été inauguré cet été au pavillon Kruger de l'Université Laval. Donc, on travaille avec les collègues de Génie du Bois, là, nommément le professeur Hernandez et son équipe. Donc, on peut se servir de ce banc d'essai pour caractériser les performances des matériaux. Et aussi, bien, on va éventuellement se trouver un partenaire pour valider ces propriétés-là en industrie. Le deuxième sous-projet, c'est l'optimisation de la géométrie des arêtes de coupe. L'objectif, c'est d'augmenter leur résistance à l'usure. Et on ne parle pas ici de revêtement, mais seulement de la modification de la géométrie. Donc, ce que vous avez ici, ce sont des images de 2 carbures qui ont été prélevées sur une scie qui a travaillé en industrie, là, en usine, dans un moulin. Et ce que vous voyez à gauche, c'est un carbure qui n'a pas subi le fameux traitement de changement géométrique de l'arête. Vous voyez que, comme on dit en russe, là, il est chippé, quand même de façon assez impressionnante, versus un carbure qui a subi un traitement sur l'arête et qui a forcément une allure beaucoup meilleure. Là. Et donc, ici, c'est un peu le même principe. Donc, c'est une espèce de mosaïque là, à travers la vue de haut, l'arête de coupe, là, dans un cas sans traitement où on voit qu'il y a beaucoup d'écaillement qui s'est fait, donc de chips là, qui sont partis, versus l'arête avec un traitement qui a une usure uniforme. Bon, il y a une petite chip là, qui apparaissent, mais nettement une résistance à l'usure qui est nettement améliorée. On a fait des essais avec un partenaire industriel, donc dans un vrai moulin, là, pas dans avec le banc d'essai, mais sur un moulin. Donc, on a fait des essais avec des lames traitées, des lames pas traitées pendant 4 heures et 9 heures. Et ensuite, entre les étapes, on a caractérisé l'usure via la méthode plutôt consacrée là, de caractérisation de l'usure des carbures sur des lames. Et ce qu'on s'est aperçu, en fonction de l'usure de l'arête, de la surface d'attaque et de la dépouille,
la diminution de l'usure entre la condition sans traitement et celle avec traitement, c'est une diminution de l'usure de 65 pour l'arête, 69 pour la surface d'attaque et 57 pour la dépouille. Et après 9 heures, si on compare encore les lames, ou en fait les carbures pas traités versus les carbures traités, on a encore une fois là, des diminutions d'usure qui est quand même assez appréciable, de l'ordre de 65 60 pour l'attaque et 51 pour la dépouille. Donc, nos travaux à venir, on continue. Hein. Là, on a le banc d'essai qu'on utilise aussi à l'université, mais on a récupéré des tests en usine, beaucoup de morceaux de bois là, qu'on va utiliser pour caractériser les finis de surface, déviation de sillage et ainsi de suite. Puis, on continue pour des périodes plus longues là, nos essais en industrie, en usine. Troisième sujet, mise au point de traitement thermique localisé, donc avec un faisceau laser. Donc, c'est un équipement qui est à notre disposition, en fait, qui se trouve au Centre de métallurgie du Québec, avec qui mon laboratoire a une très, très forte collaboration et avec qui on a collaboré à l'acquisition de cet équipement-là. Et donc, vous voyez ici à gauche, c'est le fameux laser, puis vous voyez qu'étonnamment, il y a une queue là, qui ressemble dangereusement à celle qui est utilisée dans les centres d'usinage. C'est pour la simple et bonne raison que le laser est effectivement installé dans un centre d'usinage. Donc, on peut faire des traitements thermiques, on peut même faire de la déposition aussi par fabrication additive ou impression 3D. Mais dans le cas qui nous concerne ici pour les lames, c'est de faire des traitements thermiques localisés. Donc, ce n'est pas de traiter toute la lame, mais vraiment faire ou durcir la microstructure là où c'est nécessaire. Donc ici, ce que vous voyez, ce sont des coupes transversales, ce sont les aciers des lames traitées thermiquement, où on a fait pendant, c'est très, très ponctuel, c'est des fractions de secondes, là, et donc en fonction aussi de la puissance du laser, où on fait comme ça des traitements thermiques localisés. Donc, vous voyez, c'est à peu près 1/2 millimètre d'épaisseur. Vous voyez une microstructure entièrement martensitique et vous voyez l'interface. On a un léger gradient de microstructure entre une martensite et une martensite revenue. Donc, on travaille à caractériser donc enfin, ça, c'est le profil de dureté. Donc, vous voyez que la dureté de la matrice avant traitement thermique, c'est 400 Vickers. On est capable de doubler cette dureté-là sur une épaisseur d'environ 1/2 millimètre, 500 micromètres. Et puis ensuite, sur 1 millimètre, on revient à la dureté qui était là initialement. Donc, les travaux en cours, on travaille beaucoup sur l'optimisation des paramètres parce qu'évidemment, avec le laser, on peut faire fondre la lame aussi. Donc, il y a toute une gestion du temps et de puissance et puis de déplacement parce que là, je vous ai montré des points forcément ponctuel, mais il y a toute une question de cinématique aussi qui devient intéressante et importante à gérer. Ensuite, on est en train de caractériser l'usure à partir des normes ASTM 99 et 65. Et puis aussi, on travaille à la modélisation des éléments finis par éléments finis, c'est-à-dire des interactions laser-substrat, parce que, pensez à la gorge, évidemment, on est près d'une surface libre, et donc, qui dit lumière, laser, et puis surface libre dit diffraction. Donc, de juste modéliser le transfert thermique, c'est une chose relativement facile, mais d'incorporer la diffraction, ça devient un petit peu plus complexe. Je vais rapidement, mais c'est parce que le temps est limité. Mais le quatrième sous-projet, c'est le développement de nouveaux matériaux pour les guides de scie. Donc, les objectifs, c'est d'augmenter la résistance à l'usure, aussi minimiser les coefficients de friction, forcément, et tirer profit de certaines idées qu'on a pour minimiser, voire éliminer l'apport de lubrification externe. Donc, on a une expertise au labo ici à Laval pour le développement de lubrifiants solides qui sont utilisés dans plein d'autres applications que celui des guides de scie. Vous pouvez penser au système de freinage, par exemple. Vous pouvez penser aussi à tout ce qui est application tribologique, là, où, étonnamment, en tribologie, il faut des particules dures pour pas que ça s'use trop vite et des particules lubrifiantes pour pas que ça s'use pas assez vite. Et donc, il y a toutes sortes de considérations à prendre. Et nous, on a développé, comme je le disais, une expertise autour du développement de lubrifiants solides qui sont particulièrement adaptés à la mise en forme par métallurgie des poudres. Et donc, on a développé des nouveaux matériaux composites à matrice métallique là, qui visent, comme je disais, à minimiser le coefficient de friction, mais aussi à minimiser
l'utilisation de lubrifiants externes. Donc, il y a moyen de lubrifier et avec des fluides liquides. Donc, ce n'est pas nécessairement d'utiliser uniquement des lubrifiants solides, mais on peut utiliser des fluides liquides, donc des lubrifiants liquides imbriqués dans le matériau. Donc, ils sont déjà présents dans le matériau et donc qui peuvent lubrifier les interfaces. Les travaux en cours, on caractérise les performances tribologiques, donc la résistance à l'usure. On fait on est sur le point, là, lorsqu'on va avoir accès pour ce sous-projet-là, à caractériser les performances sur le banc d'essai à l'université et donc éventuellement, un petit peu plus tard, là, faire des essais de caractérisation en milieu industriel. Et puis, le dernier sous-projet dont je veux vous parler, c'est, comme je disais, un projet un petit peu plus exploratoire où on veut diminuer, encore une fois, un des objectifs est de diminuer l'épaisseur de la scie tout en conservant une rigidité et puis une résistance spécifique, là, donc c'est résistance versus la masse qui soit similaire à celle des scies commerciales présentement utilisées. Donc, notre approche, c'est d'utiliser des renforts fibrillaires, donc des renforts sous forme de fibres dans une structure qu'on appelle sandwich, là, faute de meilleurs termes. Donc, ce qu'on fait, on utilise le soudage assisté par ultrasons. Donc, c'est une méthode de soudage qui nous permet d'assembler des métaux ou des alliages qui sont totalement pas soudable autrement. Donc, on a des exemples où je pourrais vous montrer qu'on a soudé du titane sur de l'aluminium, de l'aluminium sur du fer, sans qu'il y ait de recours à une phase liquide. Là, donc, ça évite la formation d'intermétalliques et donc, ça évite de fragiliser l'interface de soudage. Donc, ce que vous avez ici, c'est une coupe transversale. J'ai un étudiant postdoc qui travaille là-dessus en ce moment. Et puis, j'attendais des résultats de propriété mécanique cette semaine. Je ne les ai pas eus encore, mais bon, malheureusement, probablement, ils vont arriver ce soir, là, suite à mon exposé. Mais ce que vous voyez ici, ce sont des coupes à fort grossissement, des coupes transversales d'un substrat qui est en train d'être fabriqué, où on voit donc la matrice métallique. Et vous voyez les espèces de barres, là, de stries, là, sont des fibres qui sont très, très résistantes et donc qui sont imbriquées à l'intérieur éventuellement de ce qu'on aimerait être, que ça devienne une lame. Donc, les travaux en cours, c'est la caractérisation des propriétés mécaniques. Donc, on veut savoir comment on se compare. On a déjà des résultats quand même assez impressionnants dans le premier sous-projet. Donc, on va voir comment nos premiers essais se comparent par rapport à ça. Éventuellement, c'est de fabriquer des scies circulaires puis de les tester sur le banc d'essai de l'Université Laval pour voir si tout se passe bien. Donc, écoutez, c'est beaucoup de choses en peu de temps. Donc, si jamais vous voulez, vous avez des idées ou des questionnements en dehors de la période de questions là, actuelle, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Et puis, vous avez mes coordonnées ici. Là. Merci beaucoup, Carl, pour cette présentation avec tes sous-projets très, très intéressants. J'imagine que ça suscite des questions. Oui, j'en ai déjà une. Je ne vais pas dire aux panélistes potentiellement, mais j'ai Étienne Saint-Hilaire de CIBGR. Est-ce que le traitement d'arête de coupe doit être fait après chaque affûtage? Oui. Oui, il doit être fait. Nous, on l'a. Oui, il doit être fait typiquement. Là, c'est le métallurgiste qui parle d'application du bois. Là. Je ne suis pas familier avec l'affûtage des scies, mais logiquement, ça devrait être fait, oui, après chaque affûtage. C'est une opération qui prend très peu de temps. Pour une scie de, 24 pouces, là, grosso modo, là, à l'œil, ça prend environ 3 minutes pour passer la scie au complet. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, M. Saint-Hilaire, ou vous voulez une sous-question? Ou... Ah, merci beaucoup. Donc, merci pour cette question-là. Et de votre côté, j'imagine, vous avez fait ça en accéléré, là, vous voyez le temps, vous voyez mes commentaires ou tout ça. Puis, si vous avez des éléments de précision à apporter, vous pouvez les apporter actuellement là, sur un élément. Vous avez dit, hey, j'ai oublié, j'aurais aimé passer ou parler de tel aspect sur un de mes 5 sous-projets, par exemple. C'est le temps d'en profiter, le temps que les gens se déjeunent et posent leurs questions, soit en levant la main, soit par le Q&A ou la discussion. Et je ne vois pas d'autres questions à ce jour.
Ben, écoutez, je m'excuse. Je pourrais passer 1 heure sur chaque sous-projet facilement. Je m'excuse si ça a paru accéléré, là. Je ne voulais pas empiéter sur le temps des autres et puis des autres présentateurs. Euh, Écoutez, c'est très excitant pour un métallurgiste. L'application, je la connais moins, évidemment. C'est pas mon domaine, mais les aspects métallurgiques et de sciences des matériaux qui se trouvent derrière les applications auxquelles vous faites face à tous les jours là, sont vraiment excitantes. Et donc, dans ce contexte-là, c'est assez plaisant de travailler avec les gens du bois là, sur ça. Bien, merci beaucoup, M. Blais, pour votre présentation. De toute façon, vous allez être avec nous pour la suite dans la période de questions qui aura lieu un peu plus tard. Là, comme je mentionnais aux autres conférenciers, il y aura un prix qui vous sera envoyé de la part du CFQ pour vous remercier. Et puis également, là, pour les 5 prochaines minutes, ou à peu près, on va reprendre vers 16h05. On va vous laisser le temps de prendre une petite pause santé à tous et à toutes les participants, afin de reprendre avec notre prochain conférencier, là, qui sera M. Tom ou Thomas Levasseur de Decospec, qui permettra de clore cet aspect-là. Alors, merci à tous et on se reprend dans à peu près 5 minutes. Simon, il y aurait peut-être la question de Denis, prix de présence. j'ai oublié la question. La question de prix de présence qui va être envoyée sur le chat immédiatement. Alors, préparez-vous à répondre à la question. Là, je la mets vraiment à tout le monde cette fois-ci. Alors, voici. Alors, quelles caractéristiques des scies, on parle bien sûr, bénéficient le plus de la nouvelle approche de laminage et de traitement thermique qui a été présentée? Et oui, on a déjà une bonne réponse. C'est, si on regarde au niveau de l'optimisation, la conclusion partielle que M. Blais a présentée, alors la ténacité augmentait de 75 %, la traction augmentait de 32 % et l'allongement dans la rupture de 15 % et l'augmentation de la limite élastique de 8 %. Donc, la bonne réponse était l'augmentation de la ténacité, 75 %. Alors, on a une bonne réponse de Sébastien, je crois. Maxime Thériault, ou je ne sais plus. Il y en a plusieurs. Oui, Esclavo. Ouais. Le premier, c'est Esclavo. Même le premier, Sébastien. Sébastien Bruno, c'est ça? Ou Sébastien? Esclavo. Je ne sais pas. Esclavo, qui serait la première réponse? Oui. OK. Alors, c'est Nathalie qui est juge au niveau du timing des réponses. Et donc, la réponse qu'on cherchait, c'était bien la ténacité. Alors, c'est parfait. Alors, on a un petit 5 minutes, comme c'était mentionné par... On recommence à 4h05. Oui. Est-ce qu'on prendrait quand même la question de M. Oui, il y a Dionne? une question là, qui vient d'apparaître à 15h, en tout cas, il y a 15h59 de Sylvain Dionne pour M. Blais. Donc, avec les matériaux utilisés actuellement, la réduction d'épaisseur des lames pourrait potentiellement être diminuée de combien? Oui. Écoutez, nous, on s'est... Le maximum, je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui. Nous, on s'est fixé un objectif préliminaire là, d'avoir un trait de scie de 2 mm. Donc, forcément, la lame, il faut qu'elle fasse 1 point quelque chose de millimètre d'épaisseur. Comparativement actuellement... Ah oui. C'est dans le petit. on vise les étoiles pour tomber sur la Lune. Merci. Donc, M. Dionne, ça vous donne une bonne idée avec un pouce dans les airs. Donc, merci. Bon. On reprend Denis. Tu voulais-tu intervenir? On reprend, donc, petite pause santé là, pour les prochaines minutes. On reprend à 15h05. Yes. Donc, tout reste ouvert, puis on laisse, mais on reprend la conférence, va débuter dans 5 minutes. Très bien. Il y a des cours à enchaîner pour l'affûtage. Oui, ça va te surprendre au printemps? Là, il y en a actuellement en cours. Il y a un groupe, puis on prévoit en faire un autre en mars. Donc, on en a fait un qui avait débuté le 9 mars, qui a duré 4 jours, qui a repris vers le 25 mai. Puis c'est en alternance travail-études maintenant qu'on le fait. Là. Toi, quand tu étais venu, je pense qu'on n'était pas en alternance. On faisait un certain nombre d'heures. Là, on fait les 900 heures vraiment en alternance. Fait que d'abord un bloc de 2 semaines à l'école. Après ça, c'est alternance, une semaine. Puis à un moment donné, il y a
il y a 2 autres blocs de 2 semaines, un pour terminer à la fin pour les évaluations finales, puis à peu près à mi-chemin, à mi-parcours. Fait qu'on en avait un en septembre, là, les 2 semaines en septembre, là, 2 semaines. Puis après ça, les gens, comme tout l'été, les gens étaient disponibles sur le marché du travail tout le mois de juillet. Fait ont été ici juste le 1er juillet également, il y avait une journée de cours. Mais il était en congé, mettons, le 3. Puis après ça, il était en congé. Ça a repris vers le 15 août, quelque chose comme ça, là. Qui ont été un grand bout de temps disponibles sur le marché du travail en stage potentiel ou encore en... Non, ben c'est quand même une bonne nouvelle que vous avez réussi à garder ça en place parce que je pense qu'il y a encore des besoins en affûtage de la main-d'œuvre. Il y a encore des besoins assez importants. Puis, il y a aussi des gens qui veulent se réorienter de carrière. Ça fait que oui. Le timing est peut-être bon là, tu sais, pour. C'est pas toujours facile de recruter, par contre, là, mais ça va assez bien quand même en affûtage. Là. Mais c'est sûr que, mettons, rester à jour avec l'équipement comme vous avez, puis tout ça, nous autres, on n'est pas capable de suivre du tout. Là. Ben, fait que financièrement, on n'a pas comme... C'est une bonne base, hein, honnêtement, que ce soit pour des fabricants ou des transformateurs. C'est vraiment une bonne base. La base est là, la base théorique. Puis les habiletés pratiques aussi. Là. Effectivement. Hein? La base est bonne. Je pense que Thomas, on va... Je ne sais pas si Nathalie nous redonne le go, mais je pense qu'on va procéder à la présentation de... Je vais d'abord te présenter et par la suite, je vais te laisser la parole. Là. Je pense qu'on est prêt à partir. Oui. D'accord. Donc, Thomas Levasseur est le vice-président de Décospec. Il est bachelier en sciences aéronautiques et il est également diplômé en affûtage à l'École de foresterie de Duchesnay. Il a été impliqué dans différents postes de gestion pour des entreprises aériennes et forestières. Décospec, chef de file canadien parmi les manufacturiers de pièces intégrées, d'outils de coupe, de scie, de composantes d'usure pour le domaine du bois, est présente sur la scène internationale et se taille une place parmi les leaders mondiaux dans ces secteurs. Alors, Tom va nous faire une présentation sur, évidemment, comment je dirais bien, c'est pas pire, hein, les nouveaux... La présentation des nouvelles technologies, nouvelles têtes Canter, de couteaux réversibles, des grinders automatisés, puis tout ça. C'est bien ça, Tom? En plein ça, oui. Merci à Simon, le producteur. Et merci au CFQ aussi pour l'initiative de virtualiser les ateliers. Alors, c'est ça, je vais y aller avec un vidéo de présentation. Je vais faire des commentaires tout au long de la vidéo, mais essentiellement, je vais vous laisser lire aussi une partie pour ne pas vous mêler. Je vais essayer de garder votre attention aussi. Alors, partager l'écran. Alors, c'est ça, la présentation, c'est tête de canteur série Advance. Il va y avoir une petite vidéo sur le changement de couteau et l'importance du nettoyage. Et en dernier, c'est une unité de démonstration d'affûtage robotisé qu'on a en place chez Décospec. Ça fait plusieurs années qu'on fait de la recherche et développement pour améliorer l'usure et la durabilité des outils de coupe. Et puis, on a introduit la série Advance de tête de canteur en début 2020. Alors, la métallurgie est très, très importante dans la fabrication des outils de coupe. Alors, on a optimisé les angles des couteaux pliés avec un couteau réversible jetable.
On a une collaboration avec l'Université de Laval pour la recherche. Plus de 80 heures de production continue par couteau. Alors, ça représente au moins une semaine d'utilisation avant le revirement du couteau. L'autre aspect, nos têtes sont monoblocs, moins de vibrations, moins de pièces. On a un alliage qui est facilement rebâtissable, fait qu'on a un programme de rebâtissage des têtes qui prolonge leur durée de vie jusqu'à 10 ans. On voit ici une vidéo de changement de couteau. Ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en laissant les couteaux dans la machine jusqu'à une semaine, il y a des résidus de bois qui s'accumulent de façon importante. Alors, que ce soit nos têtes ou d'autres têtes ou d'autres outils de coupe, le nettoyage et la préparation des couteaux pour les changements, c'est très important. C'est ce qu'on voit pour obtenir les résultats optimaux. Alors, un petit peu d'air dans les trous. Ce qu'on ne voit pas aussi sur la vidéo, mais à l'occasion, on va utiliser une brosse d'acier pour enlever les dépôts qui sont carbonisés sur la tête. C'est assez simple. Par contre, on voit avec les procédures de cadenassage en santé et sécurité, le moins souvent qu'on peut remplacer les outils de coupe, le mieux que c'est. Alors, nous, c'est pour ça qu'on est établi, 80 heures est important pour nous au départ, mais ce qu'on voit aussi, c'est que pour les années à venir, il va falloir augmenter par multiple de 80 heures pour gagner de l'efficacité. Alors ça, c'est une cellule robotisée qu'on a installée chez Decospec pour intégrer finalement différents équipements avec une main robotisée. Alors, on est capable, avec la même main, de prendre un couteau ou une scie et faire différentes opérations dans une cellule. Puis on a une interface qui est assez simple d'utilisation. Alors, ça ne prend pas des programmeurs ou des machinistes pour opérer ça. Ça peut être opéré par des affûteurs ou même des manutentionnaires. Donc là, on voit l'aiguisage d'un couteau de planeur dans notre machine Filex. On dépose du couteau. Ensuite, le robot va prendre un autre couteau. On voulait juste démontrer une autre application, mais essentiellement, elle aurait pu être aussi à la suite de Filex, mais on s'en va faire les bavurages du couteau pour enlever le morphile sur le tranchant. Alors, toutes ces opérations-là, ce n'est pas des opérations qui sont le fun à faire ou c'est redondant. Alors, c'est le type d'opération qu'on cherche à robotiser pour améliorer la productivité des ateliers d'affûtage, mais aussi de rendre le travail d'affûteur plus agréable avec moins de tâches redondantes qui n'ont pas de valeur ajoutée. Il dépose du couteau après avoir fait les bavurages. Et la même main robotisée va prendre une scie. Dans ce cas-ci, on alimente un laser, mais ça pourrait être une affûteuse top and face, exemple, qui serait dans la même cellule. Alors, nous, on croit que cette approche-là d'avoir une cellule robotisée, mais qui pourrait opérer différents équipements, par exemple, chipper, ici, top and face avec une station des bavurages, pour des séries qui ont du gros volume ou des
les scieries qui ont du gros volume ou bien les sous-traitants qui font de l'affûtage ou le concept de limerie centrale, on croit que cette disposition-là, la robotisation de certaines opérations, premièrement, justiciable financièrement, puis deuxièmement, avec le moins de main-d'œuvre qui est disponible, je pense qu'on s'en va vers là tranquillement. Là. Alors, ça fait le tour de notre présentation. J'ai quelques petits points de forme là, sur les canteurs. J'ai parlé de 80 heures entre les changements de couteau et plus. On fait des semaines. Présentement, on a 3 installations de réaliser, puis on a réalisé jusqu'à 2 semaines, dépendamment des conditions d'opération. Un prix concurrentiel sur les têtes. Rendement à tout niveau, finition de bois, copeaux, maintenance. On a moins de pièces, les têtes monoblocs. Au niveau de l'affûtage, écoutez, c'est probablement une question que les gens se posent, là. Mais la disposition de l'équipement Filex avec un robot, le prix, c'est environ 250 000 $. Puis pour chaque équipement additionnel qu'il faut robotiser, on peut rajouter un autre 150 000 $. C'est dispendieux. Par contre, le retour sur l'investissement, il peut être là. Ça peut être intéressant pour les compagnies qui ont assez de volume. Et puis, le concept de robotisation, on l'a mis en place pour le faire fonctionner nous autres mêmes. On peut le supporter. S'il y a des intéressés, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire une étude des volumes. On va faire une proposition commerciale. Par la suite, on a un centre technologique où on peut faire l'installation puis la modélisation. Et puis après ça, sur l'acceptation du client, on va l'installer dans n'importe quelle région. Et puis, on va être capable de supporter à distance. Alors, c'est sûr que tu ne vas pas avoir si tu es à Chibougamau, tu ne vas pas avoir nécessairement un support robotique, de programmeur, etc. Tu veux que ça soit supporté à distance. Ça va être possible d'être fait. On a mis les interfaces pour être capable de supporter à distance. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci de votre attention. Oui, merci, Tom. Il y a une question de Jimmy Deschênes. Quand tu parles d'une durée de 80 heures d'utilisation, selon quel volume de bois usiné? 80 heures d'utilisation. Le moins qu'on a fait, c'est 80 heures. Le plus, c'est 2 semaines. On parle d'usines qui font environ 500 000 pieds par chiffre. Alors, il y en a qui virent sur 3 chiffres, dépendamment des... c'est pour ça que le 80 heures, c'est le minimum, là. Mais on a atteint ça pas facilement, mais on l'a atteint sans problème. On le certifie. Ça va. Donc, merci de la part de Jimmy Deschênes. J'ai peut-être... oups. Non, je n'ai pas d'autres questions. J'ai peut-être une question ou ta question qui avait été soulevée là, pour le sondage via Denis. Je ne sais pas si Denis est de retour. Oui, je suis en train de la taper. Tantôt, je l'avais oublié, puis même j'ai inversé nos 2 conférenciers de l'après-midi, c'est pas pire. Simon, j'aurais une question à Thomas. Peut-être avoir ton point de vue sur la présentation précédente, toutes les approches qu'il travaille à l'Université Laval, FP Innovation. Toi qui es dans l'industrie, comment tu vois ça? Est-ce que c'est des solutions que tu penses voir dans 5 ans, 10 ans dans l'industrie ou comment tu vois ça? Moi, c'est premièrement, je suis content de voir que l'université a poursuivi là-dedans. Là. C'est vraiment important. Si on veut améliorer le rendement de sciage, les outils de coupe, c'est vraiment un facteur important. Ce que je vois dans les travaux sur les scies, nous autres, on a commencé à travailler les couteaux il y a bien des années, puis on a développé un procédé de fabrication. Et puis, on fait de la déposition par pulvérisation sur nos couteaux. La préparation de l'arête de coupe est très, très importante. Comme le professeur Blais démontrait avec des images très, très à petite échelle, on voit que les outils de coupe, il y a de la micro-fissuration. Puis si l'arête est mal préparée,
les résultats que j'ai vus là, c'est des résultats comparables qu'on a vécu nous autres dans les outils de coupe. Alors, il y a des gains importants à faire avec la préparation des outils de coupe. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi on a réussi à faire 80 heures, c'est qu'on a développé une technique de fabrication, puis on fait une déposition sur le couteau, ce qui permet d'allonger la durée de vie. Alors, moi, je pense que c'est positif pour l'industrie. Par contre, on a des bons défis. Entre autres, c'est le facteur. Si tu as un facteur, exemple, si on fait 90 heures, ça n'aide pas les scieurs. Si on fait 160 heures, ça va donner faut toujours avoir un multiple d'amélioration important. Tout comme les scies vont t'offrir, exemple, 8 heures. Si tu offres 10 heures, le multiple n'est pas assez important. Ça prend un multiple qui va avec les changements, le changement de corps idéalement. Là, très bien. Il y a une question de précision sur le 80 heures. Avec quelle essence de bois? Ça provient des ripes? Sapin et pinotte, ça a été fait. C'est dans l'usine du Lac-Saint-Jean qu'on a fait ça. On a dans le siège à haute vitesse sur une ligne de 16 pieds. C'est bon. Merci. Ça répond à sa question. Donc, est-ce qu'on a une sous-question ou une question de la part de nos M. Blais, peut-être, pour Thomas, ou peut-être pas? En fait, je trouve ça fantastique, là, ce qui est fait. J'ai pas vraiment de questions, là. Je suis impressionné de votre tête en un seul bloc. Est-ce que c'est forgé ou c'est Ouais, non, avant d'être usiné? on part avec un bloc de 17,4 pH qu'on usine entièrement. Puis là, on commence à avoir assez de volume pour regarder, pour avoir des moules forgés, là, pour réduire le temps d'usinage. Oui, c'est ça. Exact. Merci. Donc, Denis, toi, as-tu complété ta question de sondage? Oui, puis je vais jouer de la recomposer parce que les deux questions ont été posées ou presque. J'ai quand même une question donc, qui va apparaître sur le chat momentanément. Alors, à tout le monde. Le premier qui répond, encore une fois, se mérite un prix de présence. Alors, j'envoie la question tout de suite. Alors, quelle caractéristique de la tête fait qu'elle a moins de vibrations? Alors, c'est rapide, One Piece, monobloc. Alors, on a une bonne réponse déjà. Puis ça venait juste d'être posé comme question, mais ma question est déjà écrite. Alors, Nathalie va nous dire qui des participants a répondu le plus rapidement que c'était monobloc, la bonne réponse. C'est bien ça, Thomas? Oui, exact. Je vois juste, je ne sais pas si vous pouvez m'aider, là. Je vois juste Jean avec 3 petits points. Le premier que. Moi, je vois Steve Côté, mais c'est dur à dire, là, One Piece. J'en ai un avant Steve. Oui, c'est ça, c'est Jean, mais je ne vois pas malheureusement le nom au complet. Je ne sais pas s'il peut lever la main. D'ailleurs, on a une question lever la main, là, mais si le Jean qui a répondu, Jean-François Martel, merci beaucoup. Je le note. Okay. C'est le gagnant, c'est celui qui a répondu. Bravo, Jean-François. Question de lever la main, effectivement. Donc, on va y aller avec Jean-François, tiens. Donc, tu es autorisé à parler, Jean-François, je crois. Ou c'est Alain que j'ai fait? Je crois que c'est M. Gingras qui aimerait poser une question. Donc, le micro est actif. On va y aller avec... Oui, merci. Tom t'a présenté un peu là, votre système de robot. Si je débarque chez vous demain, je suis un sieur, je dis, regarde, je voudrais choisir un robot, je voudrais mettre des machines autour parce que j'ai des difficultés, de l'inconsistance. On va parler des retours sur l'investissement, puis on va peut-être en creuser un petit peu plus, mais c'est quoi l'expertise que vous pouvez offrir à une personne? Là, si je dois faire affaire avec 2-3 personnes, ça limite, ça complexifie le nombre d'interventions. Y a-t-il un service un peu plus complet que vous pouvez offrir dans ce domaine-là, Tom? Oui, c'est justement ce qu'on a mis en place, Alain, puis tu es bienvenu de venir voir ça, tu n'es pas très loin. C'est un clé en main qu'on fait, nous autres. On a une équipe de robotique dédiée à l'interne. On a développé l'application qui est capable d'intégrer plusieurs machines. C'est que toute la programmation a été faite. Alors, c'est d'évaluer les besoins du client. Puis, s'il veut, par exemple, robotiser
une affûteuse Valmer, ben, on peut le faire. Si il veut juste regarder le bavurage, puis sa problématique, c'est des couteaux de chipper, puis il voudrait combiner ça, ben, on va faire une étude de temps et mouvement. Puis on est capable de faire une proposition commerciale par la suite. Le temps d'implantation, de développement est environ de 6 mois. Et après ça, ben, on va l'installer puis on va le supporter à 100 %. C'est un nouveau service qu'on veut offrir, mais on est vraiment dédié au domaine du bois. On ne travaille pas dans la robotique. On a plusieurs robots dans la compagnie, mais pour la vente externe, on veut spécialiser dans le domaine du bois, puis spécialement l'affûtage. Ouais, ben, si je passe par un intermédiaire qui connaît les différents fournisseurs, ça simplifie. Jongle dessus ou en tout cas, le 4.0, on est aux portes là, avec ce que tu offres. 4.0, oui, effectivement. Exemple, la solution de M. Saint-Hilaire pourrait s'intégrer à ça. Nous, on a travaillé l'aspect, surtout la main robotisée pour prendre un couteau et une scie. On a travaillé beaucoup là-dessus. Et puis, tout ça, ben, c'est un mélange. Hein. Le 4.0, ce n'est pas juste une chose, mais décidément, d'avoir de la robotisation avec des systèmes de gestion permettrait d'avoir l'intégralité du 4.0. Oui, je trouve ça intéressant, puis je trouve que les retours sur l'investissement seraient intéressants à regarder parce que les coûts d'inconsistance puis la rareté de la main-d'œuvre. Ce qui est drôle, c'est qu'on a échappé. Là, c'est un beau vidéo, ça a bien marché, mais dans un an, on a échappé beaucoup de cibles, beaucoup de couteaux à terre pour réussir à faire marcher ça. Là, ça marche très bien, mais ce n'est pas un processus qui est facile à faire qu'un robot prenne une pièce et la rentre dans une machine de façon intégrée. Mais ça marche, puis nous autres, on est confiants qu'on pourrait même aller installer ça à Matagami, puis le supporter de Québec, puis ça va virer tout seul jour et nuit. Il n'y a pas de problème, là, on est rendu là. Merci. Super intéressant. Merci. Sous question, merci Alain pour ta question. Donc, je vais aller voir, j'en avais une d'Alain, c'est correct encore. Écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Tom pour ta présentation. De toute façon, on vous demande de rester en place parce que là, ça va être tu vas être associé avec il va y avoir des questions associées pour chacun des panélistes. Là. Donc, n'hésitez pas les gens, les participants, vous êtes encore 49. Donc, 48, il y en a un qui a quitté, mais n'hésitez pas à poser des questions tant à Tom Levasseur qu'à Sylvain Saint-Hilaire ou encore qu'à M. Carl Blais, l'Université Laval. Donc, les gens sont là pour répondre à vos questions, interrogations. Il n'y a pas de mauvaises questions. Allez, la parole est à vous. Sinon, on va demander aux membres du comité de soulever leurs propres questions. Est-ce que tu t'étais préparé des blagues, Simon? Oh non, Simon, il n'est pas très bon dans les blagues. C'est un peu Ephraim pour ceux qui ont connu ça dans le temps. Là. Avec Saint-Fourier, fait que ça a trahi mon âge. Non, je ne suis pas. Puis, tu sais, vu que je n'ai jamais eu de budget pour faire le juste pour rire, ben, je ne peux pas vous en compter des jokes. Je suis bon des jokes de prof, elles sont plates. Donc, ben là, à moins que M. Blais ait une bonne joke, mais en tout cas, moi, je ne suis pas bien bon. Prof pour prof, là, je pense que ouais, les miennes sont plates aussi. Donc, est-ce que, Alain, tu as une question, soit pour nos panélistes ou Jean-François? Moi, j'en avais une. Je voulais savoir qui était dans la salle. On en connaît quelques-uns qui posent des questions, mais on a-t-il une liste des personnes à l'écoute? Des fois, en pensant à quelqu'un, on pense à un problème qu'il peut y avoir ou des choses dans les usines en particulier. Alain, si tu cliques sur les comptes participants en bas, tu devrais être capable d'avoir la liste. Ouais. Les comptes participants en bas. Sur les petits bonhommes, là? Le petit bonhomme, là? On n'est pas de petit bonhomme, moi. En fait, M. Gingras n'a pas accès aux mêmes
fonction que nous avons, donc il ne voit pas les participants, malheureusement. Ah, OK. Il ne voit pas. Alors, Non, c'est Ben là, ça, c'est une c'est pas lui. C'est une première, c'est pas grave. C'est une première, ça a bien été. mais on avait 49 participants, là, et plus même. On est monté jusqu'à 54. 54. Exact, c'est ça. Euh, Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore ça pour cet après-midi puis se donner rendez-vous. Peut-être pour Sylvain Saint-Hilaire, les systèmes qu'il a énumérés tout à l'heure, il avait l'air d'avoir un système qui était plus générique. Je voulais savoir un peu c'est quels les systèmes qui sont à vous, Sylvain, puis les systèmes que Valmer, tu en as nommé différents, mais j'aurais aimé ça avoir quelques précisions pour ma culture personnelle. Dans les faits, c'est le système Docu-Codepédia, comme je disais, qui vient carrément s'attacher au système d'automatisation des équipements, que ce soit Volmer ou Kirchner. Comme je disais, le 4.0, on ne se rend pas de cachette, les Allemands sont très en avance sur nous. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est travailler avec les gens de Codepédia pour adapter le système aux séries nord-américaines. Aussi vrai qu'on l'a fait avec Kirchner au niveau des braseuses pour les séries. Bon, les Allemands ne les arrêtent pas. Comme je dis souvent, la blague, la machine va aussi faire de l'espresso. Donc, c'est un peu d'encadrer, justement, c'est quoi les requis qu'on a dans nos usines à nous autres, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Mais le principal, c'est vraiment l'interface entre le système DocuCodepédia et construit entre les différents équipements. C'est ce qui permet justement la circulation du data dans les deux directions. Puis le 4.0, c'est carrément ce dont il est question, c'est de pouvoir feeder du data, justement, et puis pouvoir ensuite l'utiliser dans la gestion des opérations. Donc, c'est vraiment ça. On vient carrément s'accrocher sur les systèmes d'automatisation, que ce soit de Kirchner, que ce soit de Volmer, mais à travers la plateforme qui est Docu et Codepédia. Nous, on implante le premier trimestre l'an prochain. Les lames vont toutes être identifiées, vont toutes être uniques. Et comme je dis, moi, ici, on est je pourrais dire le rat de laboratoire, si on veut s'appeler comme ça. Mais par la suite, nous, on va le répandre rapidement ensuite aussi, évidemment, à nos centres de services du côté des États-Unis. Parce que bon, quand on est, que ce soit un atelier d'affûtage ou un fournisseur en service d'affûtage qui est à l'externe, c'est toujours bien d'avoir justement des données solides sur comment on fait pour gérer ce parc d'outils de coupe-là. Parce que, bon, on l'a dit dans ma présentation, ça fait 39 ans que je travaille au service des scieries. Et puis, je suis toujours fasciné de voir comment, finalement, deux choses, finalement, qui sont vraiment des grands obstacles, à mon sens, à un bon TRG, puis aussi de la constance, c'est il y a rarement des procédures extrêmement formelles d'affûtage, c'est-à-dire, bon, mais on qualifie la régression du tranchant et qu'est-ce qu'on doit enlever, hein? C'est comme, je fais souvent le parallèle entre si je vais chez le dentiste et puis qu'il enlève la moitié de la carie, il met un plombage dans ça, quand l'anesthésie va arrêter, je vais sans doute avoir envie de descendre le dentiste. C'est un peu ce qu'on fait subir à beaucoup de scies actuellement, c'est qu'il n'y a pas combien on doit enlever. Peu de gens le savent, peu de gens l'exécutent. Puis ensuite de ça, comme je disais, le deuxième obstacle, souvent, c'est justement la gestion du parc de scies. Parce que, comme j'expliquais au début de ma présentation, s'il y a 300 scies d'un même modèle en circulation, que j'ai deux factions d'affûteurs, qui peut me raconter l'histoire spécifique de chacune des scies et de s'assurer, je sais pertinemment que les gens ont le talent de les remettre droites et fonctionnelles. Maintenant, est-ce qu'elles vont garantir un temps de production désiré? Ça, il n'y a pas beaucoup de certitude. Donc, c'est vraiment, je dirais, dans un premier temps, c'est de formaliser les procédures au niveau de l'affûtage. Mais évidemment, il y a quelque chose de très, très important dans la gestion du parc des outils de coupe qui doit être implanté pour assurer des TRG qui sont en croissance, puis évidemment une optimisation de la fibre au passage. Merci, Sylvain. Pas de problème, c'est toujours plaisir. Donc, merci,
M. Saint-Hilaire, M. Sylvain, merci Carl, merci Thomas. Je ne crois pas qu'on a d'autres questions. Vous avez des remerciements? Là? Il y en a qui ont écrit des remerciements. Éric Gravel de Boissaco, je vous remercie pour vos présentations. Probablement Jean-François Martel également. Puis la plupart des participants, on est très satisfaits des présentations que vous avez faites. Évidemment, c'est un contexte pas évident. Là. C'est vraiment différent. Oui, puis Simon, je pense qu'il va falloir s'habituer encore pour quelques mois à tout ça. Tant qu'être dans les remerciements, Simon, j'aimerais ça remercier aussi. On a 2 personnes qui travaillent dans l'ombre. Il y a le comité, probablement le comité organisateur, hein, qu'on pourra les nommer lors de du prochain bloc. Mais Nathalie Houle de QWeb et Stéphanie Hénin du CIFQ, qui est l'adjointe aux directions de la qualité. Donc, ces 2 personnes-là qui ont travaillé dans l'ombre pour vous envoyer les invitations, mettre en place la technique. Alors, merci Nathalie, merci Stéphanie. Merci à Simon aussi, notre animateur. Pas nécessairement évident non plus d'animer à distance. Fait que, je pense que comme première journée, je suis très satisfait. On a une très bonne qualité, une très bonne participation, bonne qualité des présentations, vraiment intéressant. Tous les 2 blocs furent vraiment très intéressants. Ça promet pour la semaine prochaine. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour le prochain bloc. Et puis, en après-midi, un autre bloc et jeudi matin, un dernier bloc à 10h30 également. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci, ça fait plaisir. Alors, bonne semaine tout le monde. Merci. Bonne semaine à tous. Au plaisir.